bientôt un centre d'ophtalmologie pour les enfants du Mali. Le président de la République a posé la première pierre et l'ouvrage coûtera à l'État du Mali et ses partenaires plus de 500 millions de francs CFA. Fête de Tabaski, jour J-2, tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Le commerce des cordes, d'aliments, bétail, vente de couteaux, tout y passe. Et pour parler en expert, on assiste aujourd'hui ici à Bamako à un véritable développement d'une économie de Tabaski. Un invité dans ce journal, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale qui revient, et d'Alger, de New York, de Paris pour faire le point de tout ce qui a été dit concernant la situation dans notre pays. Nous sommes vendredi 3 octobre, un vendredi très particulier, Hajj 2014, Mont Arafat. C'était aujourd'hui ce qui équivaut à 70 pèlerinages pour ceux qui l'ont effectué. Quelle chance. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi en session ordinaire à Koulouba sous la présence du chef de l'État, du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous vous donnerons lecture du communiqué qui en est issu au cours de ce journal où ça sera dans un flash spécial. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Mali, informe l'opinion nationale et internationale qu'un convoi militaire nigérian de la MINUSMA est tombé dans une embuscade ce vendredi 3 octobre au sud-ouest de Gao, causant la mort de 9 soldats nigériens de la force onusienne et blessant d'autres. Le gouvernement de la République du Mali, à l'instar des fâcheux précédents, condamne avec la dernière rigueur ces actes terroristes et odieux qui ne cessent de se multiplier sur notre territoire et qui sont les faits de narcotrafiquants se qualifiant de djihadistes. Ces actes de désespoir dirigés contre les forces amies de la MINUSMA n'ont pour autre objectif que de créer le doute et l'émoi dans les esprits et de saper le moral des troupes et des gouvernements contributeurs de troupes au moment même où l'on se prépare à entamer la troisième phase de pourparlers inclusifs intermaliens à Alger. Le gouvernement de la République du Mali exprime ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple nigérien, à la MINUSMA et aux familles des illustres disparus lâchement arrachés à l'affection de leur et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement de la République du Mali réitère sa profonde reconnaissance à la communauté internationale, singulièrement la MINUSMA, pour le soutien multiforme apporté pour la sécurisation et la stabilisation de notre pays et renouvelle son ferme engagement à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces actes criminels et les traduire en justice. Je vous le disais dans les titres, les enfants du Mali auront bientôt un centre d'ophtalmologie pédiatrique. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a procédé hier soir à la pose de la première pierre du dit centre. Un bloc d'architecture moderne situé au sein de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, communément appelé IOTA, va coûter à l'État du Mali et ses partenaires 550 millions de francs CFA. Garibou, président de Pérou, était présent à cette cérémonie. C'est ici, au versant sud-ouest de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA, que sortira des terres le centre d'ophtalmologie pédiatrique. La première pierre a été posée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Voici la maquette de cet édifice qui coûtera à l'État malien un montant de 550 millions de francs CFA. Inscrite parmi les premières activités du mois de la solidarité, cette pose de première pierre est l'un des jalons du système de protection sociale que l'État entend instituer au profit des enfants qui constituent l'avenir du pays. La vie n'a pas de prix. Elle est la vie, comme l'a si majestueusement résumé Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal en disant ceci de l'œil. Et je cite, l'œil, tout l'univers est en lui, puisqu'il voit, puisqu'il reflète. Il contient l'univers, les choses et les êtres, les forêts et les océans, les hommes et les bêtes, les couchers de soleil, les étoiles, les arbres, tout. Il voit que et emporte tout. Il a plus encore en lui.
il y a l'âme. Il y a l'homme qui pense, l'homme qui aime, l'homme qui rit, l'homme qui siffle. Il s'agit justement à travers ces centres aux compétences uniques de redonner espoir aux enfants menacés ou affectés par les maladies oculaires. Je voudrais vous dire que pour nous, la signification de cet acte, dont je prends la pleine mesure, me référant aux malheureuses statistiques que vous venez tantôt d'énoncer, doit nous permettre dans notre pays de faire qu'un enfant ne perde pas la vue toutes les minutes et que notre pays participe à cet effort au niveau du monde. 1440 personnes perdent la vie toutes les 24 heures et seulement en Afrique subsaharienne. La situation devient de plus en plus préoccupante. Vous savez, quand on vient à l'IOTA, on voit des files de patients, des jeunes en bas âge. Et ceux-là ont besoin d'un traitement particulier, en un lieu qui leur soit entièrement dédié. C'est le propos de ce centre qui va être, Inch'Allah, inauguré dans 8 mois. Plaise à Allah subhanahu wa ta'ala que cela aboutisse au résultat que nous escomptons tous. Un centre ophtalmo-pédiatrique aux normes internationales et très moderne. En tout cas, ce que j'ai vu comme maquette et comme plan architectural m'incline à penser que ce sera le cas. Dans le livre d'or de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, ouvert pour la circonstance, le président Ibeka a écrit un message. Quel soulagement pour notre peuple et surtout nos merveilleux enfants, souvent précocement et injustement privés de l'un des organes les plus essentiels, la vue. Puisse ce projet conjoint, budget national et Canam, répondre très rapidement à toutes les attentes. C'est là un des soucis majeurs du Mali renaissant. Merci à tous ceux qui auront contribué à sa réalisation, particulièrement le ministre Samadou Kouyaté et son équipe en charge de l'humanitaire, de la construction du Nord, en même temps que de la solidarité. Les travaux du futur centre d'ophtalmologie pédiatrique dédié à la prise en charge des enfants malades seront exécutés d'ici à 8 mois. Il est parmi les premiers centres au Mali à s'engager dans une démarche sociale et environnementale. Le président Ibeka a souligné que ces projets illustrent l'exemplarité des liens de coopération entre les acteurs de la santé. Il traduit la volonté des pouvoirs publics à garantir l'accès des populations aux soins sanitaires de qualité. La Cour constitutionnelle a proclamé ce matin les candidatures validées pour l'élection du député devant remplacer à l'Assemblée nationale l'honorable Dramane Goïta, élu à Yorosso et décédé le 5 juillet dernier. Au total, 13 candidats sont en lice pour le scrutin du 2 novembre prochain à Yorosso. Une demande de retrait de candidature a été rejetée par la Cour. Tchemogo Sagara était présent. Toutes les 13 candidatures, dont celle d'un indépendant, ont été validées par la Cour constitutionnelle pour l'élection du député devant remplacer l'honorable Dramane Goïta. Ce député élu à Yorosso est décédé le 5 juillet 2014 pendant qu'il était en plein exercice de son mandat à l'Assemblée nationale. Article 3. Proclame valide les candidatures de 1. M. Paul Cissé, douanier à la retraite, candidat de l'Union pour la République et la démocratie, URD. 2. M. Mamadou Balo, comptable, candidat de l'Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA CFP. 3. M. Djo Koïta, cultivateur, candidat de Yelema Changement, Yelema. 4. M. Baba Boubacar Keïta, enseignant, candidat de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba. 5. M. Mamadou Traoré, transitaire, candidat de l'Union pour la démocratie et le développement, UDD. 6. M. Issa Zerbo, enseignant à la retraite, candidat du Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PACJ. 7. M. Zanga Goïta, ingénieur agronome, candidat de la Convergence pour le développement au Mali, CODEM. 8. M. Ousmane Sanogo, technicien audio, candidat du Parti pour la solidarité et le progrès, PSP. 9. M. Opré Makounou, enseignant à la retraite, candidat du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM. 10. M. Joël Goïta, cultivateur,
candidat de la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI. 11. M. Yaya Kone, technicien bâtiment BTP, candidat indépendant Espoir 2014. 12. M. Yaya Dao, juriste, candidat de l'Alliance pour le Mali, Maliko, APM Maliko. 13. M. Mamadou Doumbia, enseignant, candidat du Parti pour le développement économique et la solidarité, PDS. Une seule demande de retrait de candidature formulée par le parti Yélema a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Considérant que le parti Yélema, par le biais de son mandataire local Mamadou Guindo, a fait acte de candidature aux élections législatives partielles de Yorosso, scrutin du 2 novembre 2014, suivant un récépissé de dépôt de candidature en date du 2 septembre 2014, considérant que le 15 septembre 2014, M. Abdraman Sissoko, désigné mandataire national par le président du parti Yélema pour les élections législatives partielles de Yorosso, saisissait le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité d'une requête aux fins de retrait de la candidature de son parti des élections dont il s'agit. Considérant que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 68 de la loi électorale ne permettent aucun retrait de candidature après le dépôt des dossiers de candidature, qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande de retrait de candidature formulée par le parti Yélema. Le premier tour de l'élection législative partielle d'un député à l'Assemblée nationale aura lieu le 2 novembre 2014 dans la circonscription électorale de Yorosso. En relation toujours avec la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance des citoyens, des candidats des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections que la liste définitive des candidats à l'élection législative partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Yorosso, scrutin du 2 novembre 2014, aura lieu le samedi 4 octobre, demain donc à partir de 11h au siège de l'institution CISA à l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le président de l'Assemblée nationale lui porte à la connaissance des honorables députés que la session budgétaire dite session d'octobre débutera le lundi 6 octobre 2014. L'ouverture solennelle de la dite session aura lieu le lundi 6 octobre à 17h dans la salle Modibo Keïta. Le président compte sur la présence effective des honorables députés, mise en place terminée 16h30 et la séance elle est publique. Partagé largement avec le corps diplomatique accrédité auprès de notre pays, le déroulement du processus et le résultat du processus de négociation, c'est l'exercice auquel le chef de la diplomatie malienne a convié les ambassadeurs des pays amis. C'était ce matin à Koulouba, à Luseni. Touré a suivi pour nous. Le ministre Diop a tout d'abord brossé le déroulement du processus de négociation, ses réussites et parfois ses dérives. De façon générale, le chef de la diplomatie malienne s'est félicité du climat qui a prévalu tout au long de cette deuxième phase des pourparlers inclusifs. Si tous les acteurs étaient d'accord au départ pour rester dans les termes de la feuille de route, avec comme corollaire l'affirmation et le respect de l'intégrité du pays et la forme laïque de son fonctionnement, d'autres voix discordantes se sont fait entendre pour proposer un projet de fédéralisme. Sur la question de fédéralisme, cette question qui a été mise sur la table a été rejetée par la partie gouvernementale. Mais la partie gouvernementale n'a pas quitté la table. Nous l'avons discuté en rappelant que nous sommes partis en Algérie en réaffirmant encore une fois la détermination du président de la République, du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement pour aller dans ce processus de dialogue. Le ministre des Affaires étrangères a également mis l'accent sur la nécessité pour l'ensemble des partenaires d'aider à consolider la paix en renforçant la sécurité dans le nord du pays, car, dira-t-il,
La menace est transfrontalière et son éradication nécessite des efforts conjugués. Donc, je crois que c'est important que la communauté internationale prenne des mesures pour venir en appui à ces pays et surtout le nord du Mali, dont une bonne partie aujourd'hui échappe à un contrôle. Ceci peut constituer vraiment un foyer important pour ces organisations pour agir à partir de ces zones-là. Nous demandons que la communauté internationale mette tous les moyens à disposition de l'aménagement et des Tchadiens, mais que nous fassions en sorte que nous ne tombions pas dans les pièges qui nous sont tendus, justement pour faire en sorte que nos partenaires, nos amis, nous tournent le dos. Enfin, avant de lever la séance, le ministre Diop a souhaité adresser ses condoléances à tous les pays frères dont les fils sont tombés au Mali en essayant de nous aider. Voilà qui est bien dit, je vous le disais dans les titres, l'invité de ce journal, c'est le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Vous étiez parti du Mali il y a longtemps de cela, on vous a vu à Alger, à New York, à Paris et on vous voit, on a la chance de vous avoir ce soir sur ce plateau et on imagine vous êtes sur beaucoup de fronts en même temps. Vous revenez, le premier sujet qui nous intéresse, c'est Alger. Qu'est-ce qu'il y a à retenir concrètement de ce qui s'est passé à Alger, Monsieur le ministre? Merci et bonsoir. Il y a beaucoup de choses à retenir, mais en premier lieu, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, m'incliner sur la mémoire de 9 soldats nigériens de l'aménagement aujourd'hui qui ont perdu la vie suite à un attentat terroriste dans le nord du Mali. Et je voudrais à cette occasion présenter les condoléances du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement ainsi que du peuple malien à l'aménagement, au président de la République et au gouvernement tchadien. Et ces incidents sont encore là pour nous rappeler l'existence d'une menace terroriste, mais aussi la nécessité pour nous aussi d'aller vite dans ce processus de paix pour pouvoir arriver à un accord et stabiliser les choses. Par rapport à ce qui s'est passé, vous vous souvenez que nous avions été en Algérie dans une première phase pour engager la première phase des pourparlers qui s'est concrétisée par l'adoption d'une feuille de route. Cette feuille de route est maintenant adoptée. Nous devrions aller maintenant dans une seconde phase active de négociation. Nous avions donc été en Algérie à compter du 1er septembre, du 1er jusqu'au 27 septembre. La première semaine a été essentiellement consacrée à l'audition des communautés. Comme vous le savez, les résolutions des Nations Unies indiquent clairement qu'il s'agit de pourparlers intermaliens inclusifs, dans le sens que tous les Maliens doivent pouvoir avoir l'opportunité d'y contribuer, de quelque bord ou origine qu'ils soient. Et la première semaine, donc, nous avons entendu les représentants des communautés, de toutes les communautés maliennes, des communautés du Nord, de la société civile, qui ont partagé avec nous leurs préoccupations, les souffrances, les traumatismes qu'elles ont traversés, mais aussi partagé avec nous leur vision, leur espérance par rapport à un meilleur devenir, mais aussi comment forger ensemble un vivre ensemble pour l'ensemble des Maliens. Et cette étape terminée, nous nous sommes donc engagés dans ce qu'on appelle les négociations directes. Ce qui est important de souligner à ce niveau, c'est que toutes les parties prenantes, tous les principaux responsables des mouvements étaient là. Mais aussi le gouvernement était fortement représenté à travers nous-mêmes, mais aussi 5 membres du gouvernement et à peu près une vingtaine d'experts qui étaient là pour pouvoir vraiment contribuer aux travaux. Les parties ont donc eu l'opportunité chacune de mettre sur la table les propositions qui ont été discutées et qui ont enrichi les débats pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, ce qui est important de noter, c'est que ces discussions sont en cours, le dialogue n'a jamais été rompu et malgré l'âpreté des questions qui étaient devant nous, chacune des parties est restée là tout le long de cette période et on a travaillé dans un état d'esprit fraternel, mais aussi avec vraiment une relation de respect avec nos frères et sœurs des mouvements du Nord. Donc c'est dire que là où nous sommes, ce qui est important, c'est que le dialogue est en cours, le dialogue avance, les questions identifiées dans la feuille de route qui constituent l'agenda de ces négociations sont aujourd'hui sur la table avec les propositions concrètes. La partie malienne, excusez-moi parce que nous sommes tous des Maliens, la partie gouvernementale pour dire, est partie bien préparée avec des propositions et elle a soumis aussi des propositions écrites aux médiateurs naturellement
Nous n'avons pas mis ces propositions sur Internet comme d'autres l'ont fait, mais nous étions préparés, nous avons contribué utilement à cette discussion. Oui, monsieur le ministre, justement, à Alger, il y a eu une campagne médiatique. On a entendu quelque part, on parle de fédéralisme, de régionalisme, mais dites-nous concrètement, c'est quoi la position aujourd'hui du gouvernement ? Bon, vous savez, merci de nous donner l'occasion d'échanger par rapport à cette question que nous avons dû aussi suivre d'Alger sur les médias. Mais ce qui est important, c'est deux choses. D'abord, il faut que les Maliens et les Maliennes restent sereins. Dans ce débat, il y a une campagne de déstabilisation, il y a une campagne de désinformation par rapport à ce qui est en cours. Il n'en est absolument rien. Avant de partir en Algérie, bien avant que nous n'engagions ce processus, le président de la République a été très clair. Il a tracé des lignes rouges dans le cadre de cette négociation en indiquant que lui et son gouvernement sont entièrement disposés à explorer toutes les solutions possibles pour amener le maximum de confort pour tous les Maliens, pour qu'on puisse vivre ensemble dans la paix et s'occuper des questions de développement. Mais il a identifié 2 ou 3 questions essentielles qui ne feront pas l'objet de négociations. Et ça, c'était l'unité nationale du Mali, la question de la laïcité, la forme républicaine de l'État et l'intégrité territoriale du pays. Et ces données sont consignées et dans l'accord préliminaire de Ouagadougou, dans la feuille de route des pourparlers intermaliens, mais aussi la résolution 2100 et la résolution 2164 des Nations Unies ont tous réaffirmé ces principes cardinaux. Donc nous sommes partis sur la base de ça. Et même quand la question de fédéralisme a été mise sur la table, nous l'avons rejetée parce que nous pensons qu'elle n'est pas conforme à notre constitution, elle n'est pas conforme à notre ligne de négociation. Mais nous avons quand même engagé les discussions avec les partenaires, mais en indiquant que pour nous, nous sommes disposés à promouvoir une libre administration des collectivités qui permettra aux Maliennes et aux Maliens qui vivent dans les régions et à l'intérieur du pays de pouvoir se prendre en charge, se dessiner un futur commun, mais prendre en charge les questions au niveau local. Et il y a quand même un transfert important de compétences de l'État central vers les collectivités qui permettront de prendre en charge un certain nombre de préoccupations politiques exprimées, mais aussi de prendre en charge la nécessité pour ces populations de pouvoir contribuer à leur développement et à leur sécurité. Maintenant, Monsieur le ministre, là vous observez une pause pour cause de Tabaski. Quelles sont les prochaines étapes qui s'offrent à nous? Oui, je pense que nous avons aussi entendu beaucoup de questions par rapport à cette question. Bon, est-ce que elles sont suspendues ou elles vont... Qu'est-ce qu'il en est? Oui, je reviens à la question. En fait, nous sommes dans un processus à plusieurs phases. La première phase, c'était sur la feuille de route. Cette phase est terminée. Nous engageons la deuxième phase qui est censée durer 8 semaines. Et nous sommes restés en Algérie près de 4 semaines. Nous avons dû observer une pause pour la période des fêtes, ce qui était déjà prévu dans le cadre de ces discussions. Et cette période sera mise à profit par les parties pour continuer les consultations avec les différentes parties prenantes pour pouvoir... Et puis la médiation aussi en train de regarder les propositions qui ont été mises sur la table par les parties pour pouvoir essayer de dégager les rapprochements possibles sur ces points de position. Et lors de la seconde phase que nous espérons qui va pouvoir s'engager à la mi-octobre, nous allons pouvoir vraiment engager dans les discussions plénières sur ces propositions et surtout sur les solutions de compromis qui seront mises sur la table par les parties. Donc, nous allons entamer donc la deuxième partie de la seconde phase des négociations qui est Alger 2 toujours, mais en 2 étapes. Donc cette étape va pouvoir se poursuivre. Nous espérons pouvoir arriver à un préaccord, mais il y a des questions difficiles qui sont sur la table, mais nous ne désespérons pas. Nous pensons qu'il y a une marge pour, si on arrive vraiment à contourner les écueils qui se posent devant nous, étant donné que le dialogue est toujours maintenu pour pouvoir arriver à un préaccord à l'issue de cette phase d'Alger 2. Monsieur le ministre, les derniers développements avec l'attaque du contingent tchadien, l'attaque du contingent nigérien. Aujourd'hui, on a l'impression que la thématique du terrorisme, du djihadisme s'impose à nous aujourd'hui, monsieur le ministre. Elle n'a jamais été loin. Elle n'a jamais été loin. Elle n'a jamais été loin en ce sens que nous avons toujours attiré l'attention sur l'existence d'une menace terroriste. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que dès qu'on a engagé le processus de dialogue, les attentats terroristes se sont multipliés. Ça veut dire que ces éléments terroristes veulent nécessairement faire entendre leur voix et pour pouvoir compter dans ce qui est en train de se faire.
ce qui n'est pas naturellement acceptable pour nous. Mais vous voyez aussi en même temps qu'il y a ces attaques dans le nord du Mali, ce qui est en jeu de comprendre que ce qui est en cours maintenant, c'est une menace non seulement pour le Mali, mais pour le Sahel, l'ensemble de la région et même la communauté internationale. Vous avez vu il y a quelques jours, on a décapité un Français en Algérie et le même jour, un Touareg malien a été décapité dans le nord du Mali. Et ces mêmes méthodes sont aujourd'hui utilisées par l'État islamique en Irak. Et c'est dire qu'aujourd'hui, on sait qu'un des chefs terroristes maliens a d'ailleurs déclaré son allégeance à l'État Monsieur islamique. le ministre, on n'arrive pas à faire une différence, un distinguo entre les groupes armés et justement ce qu'on appelle terrorisme. Bon, c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème qui dépasse seulement le Mali, en ce sens que les résolutions des Nations Unies elles-mêmes ont indiqué clairement que toutes les parties prenantes qui sont signataires des accords de paix doivent prendre leur distance par rapport aux organisations terroristes, et les Nations Unies doivent régulièrement faire des rapports pour signaler des situations où on pense qu'il y a une collision entre ceci. Donc c'est un engagement international, c'est un travail de longue haleine, mais si on lit cela aussi au processus de paix, c'est-à-dire qu'il est important aussi qu'on avance vite dans le processus de paix pour prendre en charge les préoccupations qui sont des préoccupations politiques, pour pouvoir justement isoler ces forces hostiles qui n'ont ni un agenda politique pour le Mali ou les Maliens, qui ont un agenda qui est complètement... Il en a été question justement lors de la 69e Assemblée générale des Nations Unies. Il y a eu une réunion particulière sur le Mali. Oui, naturellement. Oui, merci beaucoup. Nous voudrons d'abord remercier le secrétaire général des Nations Unies pour son engagement vis-à-vis du Mali. Et cette session, il y a eu une réunion spéciale de haut niveau sur le Mali, co-présidée par le secrétaire général des Nations Unies et par le président, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui a permis encore de réaffirmer le soutien de la communauté internationale et son intérêt pour le Mali, mais aussi de réitérer l'attachement de la communauté internationale à l'unité du pays, mais aussi exprimer une préoccupation particulière par rapport à la menace terroriste et à la nécessité aujourd'hui de doter les forces de la MINUSMA de moyens conséquents, mais aussi toute la communauté internationale doit prendre un certain nombre de mesures robustes pour faire en sorte que ce qui est en cours aujourd'hui, ce processus de paix, soit préservé justement de cette menace terroriste qui commence à être de plus en plus pressante. Oui, monsieur le ministre, on ne vous laissera pas partir sans... Vous n'êtes pas le ministre de la Justice, heureusement on l'a évoqué, vous êtes le ministre des Affaires étrangères. Avec ces différentes libérations, on a vu hier quelqu'un d'un groupe armé a été pris, il a été libéré. Quel commentaire vous avez eu à faire par rapport à cela? Ça pose des questions au niveau de l'opinion. Pour ce que je peux dire d'abord, c'est que c'est une mesure d'apaisement. C'est une mesure d'apaisement qui ne remet pas en cause le processus qui est actuellement en place. Mais en même temps, ce qui est important à souligner, c'est que cette question relève essentiellement du ministre de mon collègue, de la Défense ou de la Sécurité, qui doivent avoir plus d'éléments. Mais je le considère personnellement comme une mesure d'apaisement qui vient conforter nos efforts, et il est important que nous mettions tout en œuvre pour vraiment rester sur le cap de ces négociations. Voilà, vous disiez tantôt qu'il va falloir doter la MINUSMA de moyens, oui. Et avec la mort de 9 casques bleus nigériens, vous avez eu à présenter les condoléances au nom pour le gouvernement tchadien. Ça veut dire que beaucoup merci beaucoup, j'en suis désolé encore une fois. C'est un sujet très triste et je voudrais saisir cette occasion en tout cas pour me corriger et adresser nos sincères condoléances au gouvernement nigérien plutôt pour la perte de ces 9 soldats sur notre territoire, et c'est vraiment saluer l'engagement du Niger et dans l'ensemble des pays membres de la MINUSMA qui apportent un appui inestimable au Mali pour préserver notre liberté mais aussi notre souveraineté. Et vous restez plus que jamais optimiste quant à trouver une solution face à cette nébuleuse. Convient bien ce mot, nébuleuse, la situation au nord du Mali. Le gouvernement du Mali, naturellement, demeure déterminé pour renforcer la lutte contre le terrorisme, mais voudrais aussi appeler l'attention sur la responsabilité de la communauté internationale, parce que nous ne devons pas être seuls dans ce combat, et nous ne le sommes pas d'ailleurs. Donc nous sommes déterminés à poursuivre cela et tout faire en sorte que nous puissions vraiment enrayer cette menace, et en même temps travailler sur un processus politique qui fera en sorte que nous n'envisageons pas seulement des mesures militaires ou sécuritaires pour faire face au terrorisme, mais qu'il faudra aussi s'attaquer aux causes, parce que
qu'il y a quand même une situation sur le terrain qui fait que nos jeunes gens sont exposés à la pauvreté, ils sont désœuvrés et ceci constitue, et souvent la pauvreté, l'analphabétisme constitue aussi des terreaux fertiles pour ces groupes terroristes. Donc nous devons aussi mettre en place un processus qui prenne en charge ces préoccupations pour éviter d'exposer nos populations et notre jeunesse à cette menace. Et la presse a un rôle crucial à jouer dans ce... Elle est indispensable dans ce combat, d'abord en attirant l'attention de tout un chacun sur ce qui est en jeu et faire en sorte que nous puissions quand même mesurer ce qui est en jeu aujourd'hui, mais aussi la presse a un rôle important à jouer même en aidant à véhiculer des messages. La bonne information aussi, elle nous a donné cette information. Le gouvernement, pour sa part, fait de son mieux pour pouvoir donner cette information et rendre accessible l'information pour les hommes et femmes des médias. Au demeurant, votre travail conforte le travail du gouvernement. Nous avons besoin des journalistes et des hommes des médias pour faire en sorte que ce qui est en train de se faire soit compris, parce que ce qui est en cours aujourd'hui, c'est la survie de notre pays en tant que nation, et il est important que les négociations qui sont en cours soient comprises et soutenues par l'ensemble des Maliens et qu'on comprenne que ça nous concerne tous. Et que par rapport à ça, chacun a son mot à dire. Nous, en tant que gouvernement, nous restons à l'écoute. Nous essayons, dans la mesure du possible, sous la direction du chef de l'État, de maintenir tout faire pour sauvegarder les intérêts fondamentaux du Mali. Et ça, ce sera notre ligne de négociation. Nous ferons tout pour n'entrer dans aucun chemin qui puisse nous conduire à la partition du pays. Mais par contre, nous allons envisager toutes les autres solutions qui permettent de créer la paix, la stabilité, l'entente et l'harmonie entre les Maliens. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau pour nous entretenir de ce qui est de la diplomatie malienne par rapport au pourparlers intermaliens inclusif d'Alger. Et nous espérons avoir d'autres occasions pour parler d'autres choses, Monsieur le ministre. Et vous allez rester avec nous pour suivre le cours de ce journal. Les communautés de la ville d'Assongo ont procédé hier jeudi à une marche pacifique en faveur de l'unité du Mali, à travers des slogans tels « Oui pour un Mali un et indivisible » ou « Non à la partition du pays ». Ansongo réitère sa totale adhésion à la position du gouvernement dans les pourparlers. Nous retrouvons depuis Gao Daouda Zoumana Traoré. La ville d'Ansongo grouillait de monde ce jeudi, jour de la dernière foire avant la fête de Tabaski et jour consacré également à la marche pacifique. Deux occasions à ne pas rater lance et manifestants. Les communautés composées de Soraï, de Tamashek, d'Arabes, de Peul, entre autres, ont préféré commencer par cette marche pacifique. De la place de l'indépendance au cercle en passant par le marché, la foule a dit non au fédéralisme, à l'autonomie et oui à un Mali un et indivisible. Tour à tour, les différentes couches se sont adressées aux marcheurs avant de remettre leur déclaration au préfet. Nous, jeunesse de la société civile, soutenons le gouvernement dans la recherche de la paix. Négociation, oui, mais nous disons non à toute forme de partition du territoire. Non au fédéralisme. Non. Non. Et non. Et non encore. Au fédéralisme. Nous, société civile et les forces vives, venons à travers cette manifestation apporter tout notre soutien indéfectible au gouvernement malien pour une sortie de crise honorable. Ces communications ont davantage galvanisé les communautés à s'unir pour faire du Mali un pays émergent. L'administration du cercle n'est pas surprise de ce geste. Je ne suis pas surpris que des forces vives de la nation à Ansongo puissent organiser une telle marche. Ça va droit au cœur à tout bon Malien. Persévérer dans ce élan de vouloir prouver à tout bon Malien qu'on est patriote. Cette marche organisée par la société civile d'Ansongo n'a pas eu d'incident sur les activités dans la ville. Ici à Bamako, lancement hier au Centre international de conférence de la campagne de sensibilisation sur le port de la ceinture de sécurité. Ce combat vient d'être engagé et va réduire le risque de décès pour l'ensemble des passagers. Et pour mener à bien cette mission, la Naser compte faire chemin avec la presse pour une sensibilisation. Un déjeuner de presse a été organisé à cet effet. Daouda Sidiki Diarra était présent à ce déjeuner de presse.
Même si on est sur une courte distance, porter sa ceinture de sécurité étant à bord d'un véhicule est un geste simple qui a beaucoup d'avantages énormes. Le geste permet de réduire les cas de blessures ou de mort liés aux accidents de circulation. Pour lutter contre cette insécurité, l'Agence nationale de sécurité routière, ANASER, a confié la presse autour d'un déjeuner pour procéder au lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur le port de la ceinture de sécurité. Le défaut de port de la ceinture demeure aujourd'hui l'un des principaux facteurs de mortalité sur la route. Au Mali, chez nous, les conducteurs et passagers d'automobiles n'ont pas encore fait du bouclage de la ceinture un geste réflexe. La plupart de nos véhicules de transport en commun, que ce soit à l'urbain ou l'interurbain, sont dépourvus de ceinture de sécurité pour les passagers. En cas d'accident, chaque passager devient un projectile. Le port de la ceinture de sécurité réduit de près de 50% les accidents pour les passagers assis à l'avant et jusqu'à 75% pour les passagers assis à l'arrière de la voiture. Au Mali, le code de la route rend obligatoire le port de la ceinture de sécurité. Mais nous constatons que, en zone et en milieu urbain, seulement près de 1% des conducteurs et des passagers s'acquittent de cette tâche. Le port de la ceinture de sécurité est un facteur déterminant dans la préservation des vies humaines. Dans ce combat de lutte contre le non-port de la ceinture de sécurité, la presse est appelée à jouer sa partition. Votre rôle est primordial et capital dans la sensibilisation des usagers sur le port de la ceinture de sécurité. Vous menez efficacement cette mission et je vous en remercie. Et pour continuer ce combat, nous vous demandons de vous informer sur la sécurité routière en vue de renforcer vos connaissances en général et celles relatives au port de la ceinture de sécurité en particulier. Le ministre conclura que des supports de communication seront mis à la disposition des hommes des médias pour leur permettre de contribuer davantage à sauver des vies sur nos routes. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué qui vient de nous parvenir, communiqué d'ailleurs sûrement que vous attendiez, le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi suivant le dimanche 5 octobre, fête de Tabaski, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. La signature de convention entre l'ambassade des Pays-Bas et l'association des Messo a eu lieu au tribunal de la commune 3 du district de Bamako. Le programme Tien Sira, ou le chemin de la justice, est au cœur de cette convention. Grâce à ce programme, plusieurs parajusticieux seront formés en vue d'amener les citoyens du Mali à participer activement à la bonne distribution de la justice. Et les régions concernées par ce programme sont Ségou, Gao, Tombouctou et Mopti, nous dit Rachel Tessougé. L'accord de partenariat entre l'association des Messo et l'ambassade des Pays-Bas dans le cadre de la mise en œuvre du programme Tiensra, où la participation active des justiciables dans la distribution de la justice au Mali est désormais signé. Le coût total de ce programme, qui s'étendra sur 5 ans, s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. À travers ce programme, Demesso entend contribuer à la création d'un environnement juridique permettant le développement durable du Mali. Avec la relation de Tiensira, on s'attend à ce que les citoyens connaissent et comprennent mieux leurs droits et devoirs et les procédures attachées. Les citoyens ont un accès réel et concret en cas de problème juridique. L'accès aux lignes vertes permet de dénoncer des cas d'abus, de demander de façon anonyme des informations sur leurs droits et des procédures attachées. Ce programme prévoit la formation et le déploiement de 600 parajuristes à Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. L'approche de parajuridisme est une méthode développée au cours des dernières années et qui est bien adaptée à la situation spécifique du Mali. Ceci peut contribuer à la création d'une dynamique de changement dans le secteur de la justice malienne. Depuis plus de 2 décennies, Demesso travaille avec les communautés pour renforcer leurs capacités en matière de démocratie et de promotion des droits de l'homme au Mali à travers le parajuridisme et le plaidoyer.
Nous revenons sur la visite que vient d'effectuer le Premier ministre, chef du gouvernement Moussa Mara en France. Le Mali était à l'honneur dans la salle de fête de Montreuil. La diaspora malienne a organisé une fête présidée par le Premier ministre et cela pour célébrer le 22 septembre. L'occasion a été mise à profit par la communauté pour montrer son attachement à la patrie et réitérer son engagement auprès de nos autorités dans toutes les actions entreprises. Nyanya Aliou Traoré et Aliou Touré sont nos envoyés spéciaux. La diaspora malienne a mis les petits plats dans le grand pour célébrer la fête de l'indépendance. La communauté est sortie massivement pour répondre à l'invitation de l'association de l'Amicale de Montreuil. Tour à tour, leaders d'opinion, élus locaux et représentants d'associations ont tous félicité le retour du Mali sur la scène internationale. Nous sommes venus donc de loin depuis 2012, grâce à nos amis, à la communauté internationale, mais à commencer par nos amis, parmi lesquels la France. Nous sommes à cet égard fiers d'avoir une fois de plus encore montré l'exemple. L'Amicale des Maliens de Montreuil a pour but de garantir la solidarité entre les Maliens de France et favoriser la bonne intégration des Maliens de France. Les pourparlers d'Alger, longuement expliqués par le Premier ministre à son auditoire. Moussa Mara a salué l'accompagnement de la diaspora malienne dans toutes les actions entreprises par le gouvernement pour le renouveau du Mali. J'en appelle à tous et à toutes. Le Mali est en train de sortir de crise. Le Mali a besoin de coopération. Le Mali a besoin d'entreprises. Le Mali a besoin d'investissement. Le Mali a besoin de partenariats. Et ces partenariats, nous sommes ouverts, nous sommes prêts, nous les appelons à venir travailler dans notre pays, à venir créer de la valeur, à venir créer de la richesse au bénéfice du Mali. Compatriotes que vous êtes, je vous demande de travailler à cela. Vous faites beaucoup, vous créez des points d'eau, vous faites des centres de santé, vous faites des écoles. Vous êtes bien organisés. Vous travaillez à ce que le Sahel occidental, dont la plupart d'entre vous vient, soit un Sahel occidental de prospérité. Pour terminer cette fête du 22 septembre à Montreuil, le Premier ministre a pris part à un dîner-débat. Les échanges ont évidemment porté sur le devenir du Mali, les pistes de solutions de développement durable. Le ministre des Sports a regagné Bamako après une visite de travail et d'amitié de 5 jours en Algérie. Ousseynou Amionguindo, accompagné des membres de son cabinet et des représentants de 19 fédérations sportives, a eu des discussions avec son homologue algérien sur la coopération dans le cadre du sport. Le ministre malien et algérien se sont mis d'accord sur un programme exécutif dans le domaine des sports qui permettra à l'Algérie d'octroyer au Mali 150 bourses d'études et de formation sur 3 ans de gazonner des terrains au Mali. Le ministre Ousseynou Amionguindo, que nous écoutons. Il y a eu effectivement cette prise de contact entre nos différentes fédérations, en tout cas quelques fédérations, mais il y a déjà un accord qui prévoit une coopération pleine et entière entre nos différentes fédérations, celles qui sont là aujourd'hui et celles qui sont restées à Bamako et toutes les fédérations algériennes. Donc je pense que là, c'est vraiment un acquis qu'il faut saluer. Nous avons obtenu qu'une semaine culturelle et sportive en décembre, profitant des petits congés de décembre, pour que des jeunes Maliens sportifs viennent en Algérie ici et peut-être plus tard aussi que les jeunes Algériens viennent au Mali connaître les jeunes Maliens, qu'on essaye de faire des échanges. Nous avons convenu, en tout cas, de former à partir de ce mois d'octobre déjà un premier groupe de jeunes Maliens, donc 30 Maliens qui viendront cette année déjà sur des formations au niveau d'Algérie ici. Sur 3 ans déjà, nous aurons 150 personnes formées en Algérie ici. C'est très important.
Tabaski, je vous le disais, c'est dimanche et à Tombouctou, la seule préoccupation qui vaille, c'est c'est le mouton de Tabaski sur les différents marchés de bétail. Et ces marchés connaissent une affluence particulière. Les marchés sont bien fournis et des prix variant entre 25 000 et 75 000 francs CFA. Acheteurs comme responsables de la filière bétail se réjouissent de l'abondance cette année et de la qualité des moutons qui, pour la plupart, sont des espèces bien de chez nous. Yaya Tandina. À quelques heures de la fête de Tabaski, les différents marchés de bétail de Tombouctou sont pris d'assaut. Ici, au grand marché, comme le petit, les moutons du Sahel se discutent et offrent l'occasion pour toutes les bourses. Les prix varient de 27 500 à 75 000 francs CFA. Cette année, les moutons sont vraiment raisonnables. Celui que j'ai payé, c'est à 27 500 francs CFA. Voilà, il est gros. Tout le monde peut avoir un mouton selon ses moyens. J'ai mon mouton, la brousse de 45 kg d'ici, nord de Tombouctou. Les grands moutons, c'est 75 000. Les petits moutons, c'est 35 000. Les chèvres aussi, c'est 25 000. Dieu merci, maintenant. Aujourd'hui, le marché, c'est bien. On vend notre mouton avec la paix. On veut comme on veut. On fait comme on veut. Dieu merci. Plus au nord, sur les dunes, le parc des bétails, comme dans les ruelles de la ville, les marchands de bétail sont beaucoup sollicités. Pour les responsables de la filière bétail, c'est un marché exceptionnel. La situation qui prévoit cette année, c'est que réellement, il y a eu suffisamment de moutons. Suffisamment même, de bonne qualité et à des coûts raisonnables. Tout le monde peut avoir son prix. Nous souhaitons que le marché soit plus abondant que maintenant. Mais ce qu'il y a, le problème d'argent, il manque les gens. Vraiment, il n'y a pas d'argent. Sinon, le marché est bien approvisionné. Comparativement à l'année dernière, les prix sont plus raisonnables dans une région comme Tombouctou, zone d'élevage par excellence. Ici à Bamako, en tout cas, les moutons sont en train d'attendre des preneurs. Les moutons attendent des preneurs. La fête de Tabaski, c'est dans quelques jours après les moutons. Hier, nous nous sommes intéressés aujourd'hui à ceux ou celles qui quittent Bamako pour aller fêter au village. C'est l'affluence dans les gares routières de la capitale. Alpha Mega est allé voir. Djanaba Touré, Zali Sissé. Bamako, la capitale en cette veille de fête de Tabaski. Elle se vide petit à petit de ses habitants. Moi, je vais fêter à ça. Et vous partez où? Moi, je pars à Kaï. Et pourquoi? Pour la fête de Tabaski. Donc, pour la fête, pour voir de la famille. À Koutiala, pour la fête. L'affluence est partout. La fièvre de la fête monte. Pour avoir un billet, cela relève d'un parcours de combattant. La preuve, elle met à côté ses bagages et prend son mal en patience. Non loin, même scénario. Assise, tout son esprit est vers le village natal, nous a-t-elle confié. Qu'à cela ne tienne. Au niveau des compagnies de transport, en tout cas, on se frotte bien les mains. On a à peu près 100, 120 passagers qui voyagent. Ils veulent toujours qu'on augmente le nombre de départs aussi. On ne peut pas dire le nombre exact. De 4h du matin à 8h aujourd'hui, nous sommes déjà à 9 cars. Donc il y a le 10e qui est déjà plein, on attend d'autres cars. Même hier soir, nous, on a fait sortir 17 cars comme ça dans les tronçons de Caille. Donc Mopti aussi. Les difficultés, tout le monde veut partir avec leurs moutons et avec les bagages aussi. Aujourd'hui, plus que jamais, le secteur du transport doit être organisé. Au Conseil malien des transporteurs, on en est conscient de cela. À une semaine de la fête, tout le monde veut aller vers Caille, comme on dit, aller fêter auprès des parents. Et tout le monde sort en même temps. Le parc que nous avons ne s'y prête pas. Il ne faut pas se tromper. Le parc qui a une capacité de 500 passagers voyageurs jour, s'il y a 1500 qui se présentent en même temps, et chaque voyageur veut aller d'abord le premier. Alors, quelle solution pour les usagers afin qu'ils le fêtent au bercail au moment voulu et dans les très bonnes conditions? Aujourd'hui, il y a un processus qui est en cours, les gens sont en train d'acheter des véhicules. C'est la fête, on va au village. Prudence est mère de sûreté.
Toujours en relation avec la célébration de l'Aïd sur les marchés de Bamako, s'est développée un peu partout la vente d'accessoires liés aux moutons comme des cordes, couteaux. Le commerce d'aliments de bétail et le transport des moutons sont très sollicités ces jours. Durant cette période, on assiste à un véritable développement d'une économie qu'on a appelée économie de Tabaski. Moussa Fane, reportage. L'Aïd el-Kébir, appelé Tabaski, est un événement majeur au Mali. En plus du mouton, l'impact de la fête est tangible sur d'autres activités qui se développent à la veille de cette fête. Il s'agit de la vente d'accessoires liés aux moutons, comme cordes, couteaux, le commerce d'aliments de bétail, les transports de moutons. Ces activités connaissent une réelle effervescence chez ces vendeurs. Actuellement, on achète beaucoup de couteaux. Dieu merci. On parvient à souvenir à nos besoins sans problème. Mais en dehors de cette période, le marché est là. Vraiment, avec les cordes maintenant, ça marche bien. Parce que les chasseurs et les vendeurs de moutons ont tous besoin de cordes pour attacher les moutons. Dieu merci, ça va. Autres activités très prisées en ce moment, la vente d'aliments bétail. Le son de mil et maïs sont beaucoup sollicités à présent pour les moutons. Dieu merci, je gagne par jour 15 000 à 25 000 francs CFA. Les herbes sont achetées par les clients pendant ces 2 jours. Parce que c'est la fête du Tabaski, où pratiquement chacun a un mouton à la maison. Vraiment, le marché est bon. Selon certains clients, malgré la mouvance de la fête, les prix n'ont pas varié. Je viens d'acheter de l'herbe. C'est pas cher. C'est le même prix que le jour ordinaire. À cette occasion, les transporteurs de moutons voient leur revenu augmenter. Le transport de moutons avec une moto marche bien. Je passe toute la journée pour transporter les moutons. Vraiment, ça va, on gagne. Cette économie de la Tabaski montre la très grande importance de l'élevage au vin à travers les opportunités qu'il offre pour rapporter des revenus substantiels à ses acteurs. Nous rappelons que la journée du lundi 6 octobre, lendemain de la fête de Tabaski, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire du Mali. La décision a été prise par le gouvernement. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a remis au nom du président de la République des bœufs aux populations démunies et personnes en situation difficile. L'objectif recherché par les autorités à travers des gestes du genre, est d'apporter la joie et de la fête dans les familles nécessiteuses. Ici, une 50aine de bœufs ont été remis à une 15aine d'associations. Youssouf Diakité. Les autorités maliennes, à travers le ministère des Affaires religieuses et du culte, ont voulu ce geste à l'endroit des populations démunies pour magnifier une fois de plus leur attachement au slogan Solidarité nationale, un des maillons essentiels du programme présidentiel. Le président de la République, Elhadji Ibrahima Boubacar Keïta, a souhaité, au regard du contexte symbolique de ce mois de la solidarité, mois d'octobre, journée d'Arafat, presque à 48 heures de la fête chez nous, que nous fassions de la religion un facteur de communion, un facteur d'expression de solidarité envers ceux différents et non de pitié. L'islam est une religion de partage, une religion d'amour, de respect du droit à la différence. Nous sommes différents pour que nous nous reconnaissions et pour que nous soyons avec la grandeur de Dieu qui sait faire des grands, des petits, des blancs, des noirs, des pauvres, des riches. Tout cela pour que nous nous aimions. Ceci est donc un ouf de soulagement pour ces populations nécessiteuses. Une 50aine de bœufs à partager entre une 15aine d'associations. Auto-cérémonie de don de bœufs à des associations des personnes en situation difficile par l'ONG islamique Relief. Le partage du don rentre dans le cadre du mois de la solidarité qui coïncide avec la fête de Tabaski. Notre reporter Adama Koulibaly était présent.
Ce geste d'aide aux personnes en situation difficile est maintenant une tradition de l'ONG Islamique Relief. Chaque année, l'ONG intervient en faveur des démunis avec de la viande ou des vivres. En cette veille de fête de Tabaski, les personnes cibles de ces dons vont se partager plus de 900 têtes de bœufs pour plus de 18 000 ménages à travers le pays. Pour l'achat de ces animaux, plus de 187 millions de francs CFA mobilisés. Notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait pour l'habitude de dire il nous a été prescrit 2 moments de fête. La fête de la rupture et celle de l'offrande. Cette prescription renferme d'innombrables sagesses et de valeurs. La première, nous l'avons célébrée tous avec bonheur. Nous remercions le Tout-Puissant qui nous offre aujourd'hui l'opportunité. La cérémonie de lancement de ces partages de dons a eu lieu en présence de plusieurs hautes personnalités des départements de l'humanitaire, des affaires religieuses et du culte et du Haut Conseil islamique. Qu'il y ait à un moment de l'année une pensée envers ceux qui sont différents de nous, mais pas moins que nous. Une pensée envers cette autre partie de nous qui nous permet nous-mêmes de nous faire une introspection. Et c'est cela, la question des couches défavorisées, qui n'a pas les moyens de vivre, mais qui a sa part dans ceux qui ont reçu. C'est ce qui a été enseigné par Dieu. Islamique Relief est créé depuis 1984 avec son siège en Angleterre dans la ville de Birmingham. Elle intervient dans plus de 40 pays du monde. Le ministre de l'Éducation nationale rappelle aux élèves et aux parents d'élèves que la rentrée scolaire 2014-2015 aura lieu le mardi 7 octobre 2014 à 7h30. Par ailleurs, Madame le ministre informe que la liste des orientations est disponible sur le site de son département depuis aujourd'hui, donc vendredi 3 octobre, et le site www.education.gov.ml. L'Agence nationale de développement des biocarburants a tenu la 7e session de son conseil d'administration. Cette rencontre doit permettre aux administrateurs d'analyser le rapport d'activité au premier trimestre 2014 et d'examiner la mise en œuvre des recommandations de la 6e session. Abdrahman Meiga. Comment accroître les performances de l'Agence nationale de développement des biocarburants afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs de 2014? Tel est en substance le contenu de cette 7e session du conseil d'administration de l'ANADEB. Session au cours de laquelle les administrateurs ont passé en revue les recommandations de la 6e session, dressé le bilan des réalisations du premier semestre 2014 ainsi que le rapport financier. Il est de notoriété mondiale que sans énergie, il n'y a pas de développement. Parmi les sources d'énergie, il y en a qui sont inépuisables. Ce sont les énergies renouvelables, solaires, éoliennes et végétales. Aussi, afin de pérenniser la production de l'énergie pour notre développement, il est impérieux et primordial de nous tourner vers ces énergies renouvelables. Au cours de ce premier semestre 2014, au dire du directeur général de l'ANADEB, l'agence a entrepris la réalisation de plusieurs activités. Ces activités qui ont coûté plus de 584 millions de francs CFA concernent entre autres des visites de terrain, des séries de formations sur les techniques culturelles du Pourguer et des voyages d'études à l'extérieur. Le bilan est positif et il le sera chaque année plus. Et je peux vous confirmer ici même que ça c'est l'avenir du Mali. C'est la biomasse, ce n'est pas le pétrole. Ce n'est pas le nucléaire, c'est surtout la biomasse. Nous avons assez de terres et si nous allons dans le sens, si nous prévoyons l'avenir, ce qui est sûr, dans 50 ans, on ne va pas le regretter. Les administrateurs mettront cette rencontre à profit pour analyser les difficultés financières auxquelles l'ANADEB est confrontée. Ce diagnostic permet à cette structure de production et de promotion du diatrophas par excellence d'avoir de meilleures stratégies pour mener à bien sa mission. Comment prévenir et prendre en charge précocement les maladies non transmissibles comme le diabète et les accidents de sport? Voilà ce que propose Physiosport, l'association pour la promotion du sport adapté aux normes physiologiques et physiopathologiques de l'organisme. Selon les initiateurs de ce projet, une alimentation et une activité sportive adaptée en s'inspirant d'un bilan biologique peuvent aider à améliorer sa santé. Adama Tangara, physiothérapeute,
est un des concepteurs. Pour lui, adapter le sport à l'organisme n'est pas compliqué. Des propos recueillis par Tessira Emmanuel Dambélé. La première des choses, c'est connaître son organisme d'abord et adapter cet organisme à l'intensité du sport et à l'alimentation qui est l'essence si on considère le sportif comme une voiture. Il y a un côté médical, mais ce côté médical, ce n'est que le bilan qui doit être fait en fonction de l'organisme, à savoir glycémie, cholestérolémie, indice de masse corporelle, fréquence cardiaque optimale. Le stress doit tenir compte même des contraintes professionnelles d'ordre psychologique, puisque le stress peut être atténué par un sport adapté. Le sport va faire face principalement aux maladies non transmissibles, qui sont de nos jours les maladies cardiovasculaires, y compris l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cancéreuses, les arthroses par surcharge pondérale, le stress, les constipations. Nous irons jusqu'à la gymnastique médicale du périnée qui est là pour être intégrée à la préparation de la femme à l'accouchement. Notre ordonnance, ce n'est que la manière de s'alimenter, le type d'aliment qui est adapté à l'organisme intéressé et l'exercice, l'activité physique ou sportive adaptée à l'organisme. À partir de ça, l'activité physique ou sportive qui lui est adaptée lui est prescrite. Belle moisson pour le commissariat du 2e arrondissement de police de Kaindi. Il vient de mettre la main sur un groupe de 5 malfrats spécialisés dans le vol de motos Jakarta de plaques solaires. Entre autres, ces présumés bandits sont mobiles dans leurs activités pendant la journée dans les lieux de grande affluence. Le chef de bande natif de Djenné et ses complices méditent désormais sur leur sort à la prison centrale de Kaï. Mahamadi Alioubari. Les éléments du commissaire principal Youssouf Kone ont interpellé le 29 septembre dernier un groupe de 5 malfrats qui opéraient séparément et qui sont spécialisés dans le vol de motos, de groupes électrogènes, de plaques solaires et de feuilles de tôle dans la ville de Kaï et environnant. S'agissant du voleur de motos, nous avons récupéré sur lui 7 motos et un important lot d'accessoires et de pièces de rechange de motos. Son modus operandi, il évolue seul pendant la journée dans les lieux de grande affluence. Les forces de sécurité, y compris la police, s'investissent pour combattre le banditisme dans la ville de Kaï, d'où cet appel du directeur régional de la police de Kaï. Ces individus un peu dévoyés vivent avec la population. Donc, c'est cette population qui peut nous faire appel pour dire que tel ou tel groupe, la journée, ils ne font que dormir et la nuit, ils désertent les lieux. Mais dites à vos délinquants, autant ils ont des stratégies, autant nous en avons et que nous sommes sur leur chemin. Le chef de bande, Moussa Bari, natif de Djenné, berger de son état, qui s'est reconverti dans le vol de motos, et ses complices méditent sur leur sort à la prison avant qu'ils soient mis à la disposition de la justice. Avant de refermer définitivement ce journal, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les mandataires des candidats à l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Yorosso à venir valider la maquette du bulletin de vote à la direction générale de l'administration du territoire. C'était donc aujourd'hui à partir de 16h. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi en session ordinaire au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avions promis de pouvoir vous donner lecture de ce communiqué, mais ça sera dans un flash spécial avec Nyanya Aliou Traoré tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, Mohamed Touré et les éditions du soir. Ça sera avec Amara Malé Diallo. Excellente nuit à tous et bonne fête de Tabaski à l'avance. Au revoir.